parole à Paul Biaudet, donc qui est maître de conférence à Sorbonne Université et membre du laboratoire FOAP, donc notre laboratoire en sciences de l'éducation et de la formation. Voilà, donc je te passe la parole et puis en fait c'est sous forme donc de témoignage et je vais lui poser un certain nombre de questions au cours de son témoignage, donc de praticienne et chercheuse. Merci Elsa. Je remercie le comité d'organisation pour me donner l'occasion de partager l'expérience de 20 ans autour de l'accompagnement des doctorants. Les deux CIO mentionnés par Sophie étant des doctorants de notre université qui sont passés par ce parcours et qui illustrent complètement le fait qu'on a, après une formation doctorale, le choix de faire des choses qui nous plaisent, qui nous motivent, qui font sens pour soi. Et ayant vécu l'expérience du doctorat, ayant été en contact avec leurs collègues qui rencontraient des difficultés, ces deux CEO ont décidé de créer l'entreprise qui allait résoudre ce problème. Donc, ils ont été chercheurs, mais ils ont été aussi trouveurs de solutions pour la communauté et je ne cesse de les remercier. Voilà, donc peut-être un petit mot sur mon parcours, parce que c'est ce qui m'a amené là, dans cet état de motivation et de vibration. C'était en tant qu'enseignante en sciences de la vie au départ, j'étais confrontée à la question de l'employabilité tout de suite. Parce que les sciences de la vie, dans les sciences exactes, sont la discipline qu'on disait sacrifiée à une certaine époque. Les étudiants biologistes ont toujours plus de mal que les autres à trouver un emploi. Et en tant que biologiste, avec les collègues qui étaient autour de moi, on se disait qu'il y avait un vrai problème parce que, contrairement aux idées reçues, en fait, les biologistes ont une vision systémique des choses et donc peuvent apporter une vision différente. Voilà. Et donc, les étudiants de master que j'avais en face de moi me disaient, Madame, c'est quoi la valeur ajoutée d'un doctorat? Si on n'a pas de poste dans l'académique, on fait quoi? Donc, des questions très pragmatiques, très concrètes. Ça, c'était au début, fin des années 90, début des années 2000. Je pense que les questions sont toujours d'actualité, malgré tout le travail qu'on a pu faire pendant ces 20 années. Voilà. Donc, en 2002, il y a eu la réforme des écoles doctorales et l'installation systématique des écoles doctorales au niveau national, qui avait comme ambition de répondre à ces questions. Donc, et de confier aux ED, aux écoles doctorales, la mission de mettre en place des formations et d'aider à une meilleure employabilité des doctorants. Et dans ce cadre-là, dans mon université, la gouvernance de l'université a décidé de prendre la main sur cette question et de créer un service qui était un des premiers ou des tout premiers, entièrement dédié au doctorat, rassemblant l'ensemble des disciplines. Et si je reviens sur deux aspects mentionnés par Pascal et Stéphane, de créer une communauté autour des questions du doctorat en interdisciplinaire pour que les pratiques à l'intérieur des ED soient cohérentes et que les réussites des uns puissent aider aux réussites des autres et que les difficultés des uns puissent être évoquées ensemble dans le collectif. Voilà. Donc, on a créé ce service qui avait comme objectif d'informer, de former, d'accompagner et de mettre en relation les doctorants, les encadrants et les employeurs potentiels. Donc, je dirais entreprise, mais c'est vraiment entreprise au sens large. Ça peut être des associations, ça peut être des fondations, ça peut être le secteur public en lui-même. Voilà. Donc, je me suis retrouvée à diriger ce service pendant plus de 10 ans et à créer, à partir de rien, en fait, une offre de formation avec des partenaires externes et internes. Et étant au départ une biophysicienne, je ne connaissais pas grand-chose à l'information. Donc, je suis venue au CNAM apprendre ce qu'il fallait savoir pour devenir ingénieur de formation, entre guillemets. Voilà. Donc, pendant ces 20 années, on a développé beaucoup de choses. Et c'est un peu de ça que je voudrais témoigner par rapport à la journée sur l'usage des référentiels. Voilà, donc comme c'est dans le cadre de cette offre que tu as utilisé les référentiels de chercheurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette offre comme élément de contexte? Oui, alors ça va rebondir sur plein de choses qui ont été dites ce matin. Quand on a construit l'offre, on avait deux hypothèses en tête.
La première, c'était que les doctorants et les encadrants avaient une vision très limitée du marché de l'emploi et surtout des possibilités que ce marché recèle si on cherche un petit peu, en fait, si on se renseigne, si on est curieux, si on va fouiller. Donc, première idée, c'était accompagner les doctorants et les encadrants à avoir une meilleure connaissance du marché de l'emploi et de tous les concepts clés qui sont liés à ça, dont les concepts de compétences qui sont interrogés par Stéphane à l'instant et qui est effectivement très important de situer. La compétence, elle est située. Donc, elle est transférable dans le fait qu'elle a été mise en œuvre dans un contexte donné et qu'elle pourrait être mise en œuvre dans un autre contexte. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et on a aussi travaillé sur la notion du projet professionnel. On discutait ça avec Christina et Théo tout à l'heure, à savoir que ce qu'on engageait les doctorants à faire, c'était de ne pas se restreindre à des postes qui semblaient les postes convenus, mais de s'interroger sur leurs aspirations profondes, sur ce qui faisait sens pour eux, et d'aller chercher où ça se jouait, cette affaire-là, où est-ce qu'on faisait les choses que j'ai envie de faire, qui le fait, qui sont ces personnes, quelle est leur formation, quel est leur parcours et quelles sont leurs compétences. Voilà. Donc, il y avait dans l'offre tout cet aspect-là, connaissance du marché de l'emploi, proposé aux doctorants et aux encadrants. Et la deuxième hypothèse de travail, c'était que les entreprises, et on l'a bien entendu, ne connaissaient pas suffisamment la valeur ajoutée de la formation à et par la recherche, et donc il fallait les amener à connaître cette valeur ajoutée de meilleure façon en les impliquant dans l'offre de formation. Alors justement, tu as utilisé donc, ces référentiels de compétences de chercheurs dans tes activités de formation et d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire lesquels et puis pourquoi? Oui. Alors, sur les 20 ans d'expérience, on a vu émerger plein de référentiels de compétences, du plus sophistiqué au plus simple. Hein. Donc, la page Canberra, comme tu disais tout à l'heure, et le VT qui fait 21 pages. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai utilisé le référentiel de VT à l'époque. ResearchCamp n'existait pas. Les 22 fiches du doctorat n'existaient pas non plus, mais en fait, elles sont très inspirées d'un énorme travail de l'ANDES et de la CJC qui avaient fait des fiches, le doctorat à la loupe, qui était vraiment très complète. Donc, j'avais un panel de référentiels. Le VT était la base, et je vais vous dire pourquoi après. Et en fonction des besoins, dans les ateliers ou dans les séminaires, on faisait des liens entre le référentiel VT très complet et les autres référentiels. Voilà. Et donc, pourquoi le RDF, donc le Researcher Development Framework en particulier? Alors, pourquoi j'ai fait le choix du RDF? Parce que d'abord, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un référentiel créé par des chercheurs, pour les chercheurs, à l'occasion d'un projet de recherche. Voilà. Donc, il y avait eu un projet de recherche sur les compétences des chercheurs, où on a mobilisé les chercheurs pour travailler pour les chercheurs. Donc, on est dans la communauté, et ça, c'était important. Ce n'était pas des extérieurs qui avaient des perceptions plus ou moins limitées de notre métier, dans toute sa complexité. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi le VT, c'est justement parce qu'il y avait, alors à l'époque, 5 niveaux, là il n'y en a plus que 4, mais bon, 5 niveaux, parce que dans le panel original, il y avait des prix Nobel, donc il y avait le chercheur confirmé plus, voilà. Et ce référentiel-là faisait une description très détaillée, avec une granularité assez fine, des compétences qu'on pouvait développer par l'exercice même de la recherche, du chercheur débutant jusqu'au chercheur confirmé. Ce qui permettait aux doctorants de se projeter dans la transition dont parlait Sophie à l'instant, hein, de se dire, si je veux devenir enseignant-chercheur, voilà, j'ai tout ça à avoir en tête, pas forcément à réaliser tout de suite. Autre élément, dans ce référentiel de VT, il y avait des propositions, des exemples de situations d'apprentissage à rechercher pour le doctorant ou à mettre en place pour l'encadrant, de manière à pouvoir développer des compétences. Point crucial, qui est implicite, mais quand même c'est mieux quand on le dit, c'est un référentiel qui est en anglais et la langue de recrutement des chercheurs, c'est l'anglais. Donc le vocabulaire RH anglo-saxon n'était pas forcément connu des doctorants français, et donc c'était un élément de sémantique, de langage pour moi très important. Enfin, il avait
ils avaient commencé à le décliner en lenses, donc lentilles, en ciblant des secteurs d'activité précis. Et donc, sur la base du référentiel général, on allait se dire, si je veux être un chercheur qui travaille à la communication avec le public, la coopération avec le public, etc., je vais avoir, et ça répond à une des questions, Stéphane, tout à l'heure, je vais avoir à déployer, moi spécifiquement, ce volet-là. Je ne serai pas forcément le super top manager, mais ma contribution à moi, ça sera d'engager avec le public. Voilà. Et donc, on n'est pas tout à la fois. On peut faire le choix d'être excellent dans un domaine ou deux domaines, pas dans les 5 ou les 6 ou les 7. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Vité, parce que pour moi, il avait vraiment… il est porteur d'un tas de messages et je l'ai utilisé comme un outil d'information d'abord et aussi un outil de réflexion sur qu'est-ce que je veux faire, comment je veux m'y prendre et qu'est-ce que j'ai envie de développer comme compétences spécifiques parce que c'est là que je me sens fort, que je me sens que ça fait sens pour moi. Voilà. Voilà, donc est-ce que tu peux justement nous dire un petit peu dans ce RDF, donc un Researcher Development Framework, et les autres référentiels, donc les actions menées? Alors, dans l'offre, donc on avait une offre globale très conséquente. Au centre de l'offre globale, il y avait la réflexion sur le projet professionnel et la réflexion sur le projet professionnel ouvrait sur les formations au management, les formations à la gestion de projet, les formations à la communication, les formations à l'enseignement. Le centre étant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle? Qu'est-ce qui m'émancipe? Qu'est-ce qui fait de moi un chercheur assumé qui va contribuer? Et du coup, dans notre offre, il y avait, et ça c'est très important pour moi aussi, on ne peut pas forcer les gens à se former. On ne peut pas forcer les gens à apprendre. On ne peut pas forcer les gens à s'engager. Donc, l'offre qu'on avait créée, c'était une offre modulaire où les doctorants pouvaient rentrer quand ils le souhaitaient, en fonction de leurs possibilités, du moment où ça leur semblait opportun. Et ils étaient aussi en capacité de choisir un niveau d'implication. Donc, il y avait des séminaires de sensibilisation où ils apprenaient des choses sur les concepts clés et ça pouvait leur suffire. Et il y avait des ateliers d'approfondissement en petits groupes s'ils voulaient aller plus loin. Voilà. Et cette liberté était aussi très importante. Donc, du coup, le référentiel était présenté à tous les niveaux et à tous les moments. Donc, il était présenté en première année, en deuxième année, en troisième année. Donc, il était présenté à chaque fois, mais son utilisation différait en fonction du niveau et en fonction du moment. Donc, par exemple, dans les premiers ateliers proposés aux doctorants en première année, on travaillait, comme a dit Sophie tout à l'heure, sur des fiches de poste. On leur demandait de regarder quelles étaient les compétences annoncées dans les fiches de poste, avec quel vocabulaire, et d'aller se repérer dans le RDF en se disant, voilà, les compétences qui sont exprimées comme ça par cette entreprise-là, où est-ce que je les retrouve dans le RDF et quelle situation d'apprentissage je peux rechercher si un poste de ce type-là et les compétences associées me correspondent. Donc, c'était un moyen. Dans les ateliers, pour faire vite, dans les ateliers de troisième année, où on proposait aux doctorants d'évaluer, de co-évaluer et de co-identifier les compétences qu'ils avaient, donc un peu ce dont tu parlais tout à l'heure, on leur proposait d'avoir vraiment le RDF en tête, d'écouter le doctorant qui présentait son parcours et ses compétences et de l'aider à identifier, en identifier plus et évaluer le niveau. Et ce qu'on constate, alors Hendrik et les autres personnes en charge des formations doctorales, vous me direz si c'était aussi votre constat, c'est que les doctorants se sous-estiment tout le temps. Et donc, dans les entretiens de recrutement, comme ils ont une vision décalée, je dirais, et décalée vers l'excellence de ce qui est attendu par les entreprises, ils se mettent systématiquement en position basse. Et donc, l'idée du travail de groupe, c'était de booster la self-confidence et de pouvoir, sur la base du référentiel, évaluer effectivement ses compétences en groupe. Alors, bien sûr, dès le départ, on leur proposait, j'ai appris ça avec les collègues des sciences humaines, d'avoir un journal de bord
où ils pouvaient écrire au quotidien ce qui leur était arrivé dans le laboratoire. Alors, il y a les cahiers de labo, c'est une chose. Ça fait partie aussi des exigences de la recherche. Mais le journal de bord, c'était plus qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui, comment je me suis débatouillée de cette situation, quelles ressources j'ai mis en œuvre pour arriver à faire ce qu'on me demandait de faire. Et donc, moi, la définition que j'aimais bien présenter, c'est pas la seule, hein, j'en présentais plusieurs, mais celle que j'aimais bien présenter, c'était celle de l'homme Boterf, où il y a le savoir faire, il y a le vouloir faire, parce qu'il y a des fois où on ne veut pas faire, et puis il y a pouvoir faire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'organisation me donne comme condition pour faire ce qu'on me demande de faire. Et des fois, c'est pas très cohérent. Voilà. Donc, et en finale, c'était savoir faire faire, donc aider les autres à faire de même. Donc, il y avait cette vision-là, et on leur proposait de s'interroger sur les 4 éléments dans leur journal de bord, de garder trace de tout ce qu'ils avaient fait. Le portfolio n'existait pas à l'époque, mais aujourd'hui, bien entendu, un journal de bord de ce type-là, ça aide beaucoup à pouvoir rédiger son portfolio. Voilà. Alors, pour Peut-être qu'il va falloir déjà conclure. Hein. conclure, Oui. il y avait aussi des choses proposées aux encadrants avec le RDF au centre du travail pour qu'ils puissent rentrer en dialogue, on a évoqué ça tout à l'heure, avec le doctorant et trouver les situations d'apprentissage qui pouvaient correspondre au projet professionnel du doctorant et aussi à l'état du projet de la recherche en cours. Parce qu'il y a des étapes dans le projet de recherche qui ne permettent pas toujours d'être très disponibles. Alors, pour conclure, je dirais que, et Stéphane, tu nous rediras ça cet après-midi, je pense, quand on a commencé avec cette histoire de compétences, c'était quand même une sacrée révolution. Voilà. Les collègues étaient circonspects, pour ne pas dire totalement dubitatifs. Amener les encadrants à s'interroger sur ces questions-là, c'était quand même un pari très ambitieux, mais qui a fonctionné. Donc, on a vu dans les formations encadrants, les collègues se dire « Ah ben oui, j'avais jamais vu les choses comme ça. Changement de point de vue. J'avais réalisé, moi-même, j'avais jamais réalisé que j'avais toutes ces compétences-là. » On booste un peu le statut. Et le dialogue qui s'est installé entre les encadrants et les doctorants a permis aux doctorants de faire ce que j'appelle du job crafting, c'est-à-dire d'aller créer des postes qui n'existaient pas ou de transformer à la hauteur de leurs ambitions des postes qui existaient déjà. Et ça donne des résultats extraordinaires. Et ça, c'est le lien avec le projet professionnel, le référentiel aidant à tout ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est que on a eu beaucoup de chance que les doctorants nous suivent aussi. Voilà. C'est pas gagné de prendre le temps de la réflexivité, surtout maintenant que la thèse en 3 ans réduit quand même beaucoup les choses et que la demande en termes de développement de compétences est énorme. Donc, la qualité de l'équipe pédagogique qui encadre les doctorants est pour moi essentielle. Et j'espère que les jeunes générations vont pouvoir continuer à se saisir de toute cette offre qu'on leur fait, de les accompagner et qui vont prendre la mesure de ce que veut dire cette proposition d'accompagnement dans une période très agitée et très difficile. Voilà. Je suis convaincue que la formation par la recherche, ça donne une vision du monde spécifique. Et mon arrivée dans l'univers des sciences sociales n'a fait que confirmer ça. Et je remercie les collègues de ce nouvel univers de m'avoir conforté dans ma position. Merci à tous. Merci beaucoup. Essayez de demander si les personnes à distance ont quand même des questions, Oui. parce que depuis ce matin. Oui. C'est surtout des questions à Paul. Hein. Alors, d'ailleurs, oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui, vas-y. On vous entend, sinon ça. Ouais. Justement, je pense qu'il y a 2 bascules par rapport à la façon qu'on entend généralement. En général, j'ai l'impression qu'on cherche des réponses. C'est-à-dire, voilà, on travaille, on a quelque part une réponse. On produit la réponse. Et vous, j'ai l'impression qu'on parle des compétences, vous comprenez bien que c'est complexe, chaque situation, etc. En fait, vous l'utilisez comme une question. C'est comme ça que j'entends. En fait, c'est la question qui est efficace, qui produit quelque chose. C'est ça. Et surtout, la question ensemble.
Et je me dis, j'entends bien, c'est très utile de parler avec, on pose ensemble. Mais avec le rapport avec l'entreprise, je crois que c'est pareil, parce qu'eux aussi, ils cherchent les mêmes choses. Donc en fait, je pense que c'est le point commun de quelle question on se pose ensemble. Et quand ça part, et là, le fait d'y réfléchir, ça donne, en fait, vous donnez un mode opératoire. C'est ça. D'une certaine façon, oui. Et je me souviens d'une discussion avec un grand directeur de recherche d'une grande entreprise française qui me disait, nous, on a plein d'idées, mais on ne sait pas problématiser dans votre vocabulaire. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas suffisamment à rentrer en contact avec les chercheurs, à vous poser des vraies questions de recherche. En fait, il faudrait... C'est un croisement. C'est ça. C'est un voyage. C'est un voyage. C'est un voyage les uns vers les autres, oui. Tout à fait. Merci pour ça. Ah, oui. Dans ce que vous mentionnez sur l'offre modulaire, j'avais une question de savoir s'il y avait une année en particulier dans le doctorat qui impliquait davantage les doctorants ou alors c'était assez homogène sur les 3 années. Alors, c'est pas du tout. Et c'était très différent. Oui, j'imagine la discipline. Il y a un niveau de maturité pour s'engager, je pense, qui est nécessaire. Un niveau de conscience aussi voilà, qu'est-ce que je fais là? On peut garder la tête dans le sable pendant un certain temps. L'encadrant peut favoriser aussi le fait qu'on reste la tête dans le sable pendant un certain temps. Et à un moment donné, ça déclenche. Et pour moi, la période la plus fascinante, c'est la 2e année. Oui. Parce que là, les doctorants qui se sont engagés sans être vraiment au clair sur pourquoi ils s'étaient engagés en doctorat, ils passent un mauvais moment, certains. Et c'est là qu'ils revenaient vite dans les ateliers pour se dire qu'est-ce que je fais là? Et ça pouvait donner les 2 réponses opposées, c'est-à-dire ah oui, ça me permet de me souvenir de pourquoi je suis venue là et je continue vers la recherche et je continue vers l'académique et du coup je renforce mes compétences vers l'académique, ou au contraire, bon, finalement c'est pas pour moi. Par contre, je garde ce qu'il y a de bon à garder dans la formation par la recherche, je garde cette identité, voilà, et je l'exporte ailleurs où je vais la faire fleurir différemment. Je peux juste dire quelque chose par rapport à ça, juste sur l'exportation ailleurs. Est-ce que du coup, vous avez observé des abandons de thèse plus fréquents dans ce cadre-là, de se dire la prise de conscience, de dire finalement, je ne suis pas au bon endroit au bon moment? Non? Non. Alors, les abandons de thèse, nous, le principe, c'était non. D'accord? C'est-à-dire, on s'est engagé, on a pris aussi un contrat doctoral, donc on va jusqu'au bout. Mais pas dans n'importe quelles conditions, donc il y avait un accompagnement renforcé. Et si c'était vraiment en termes de capacité cognitive impossible à poursuivre, alors on proposait aux doctorants de faire un DU, qui leur permettait quand même de valoriser les 2 années passées. Et on les aidait à formaliser les compétences obtenues au bout de ces 2 années et pas au bout des 3. Voilà. Alors, c'était, oui, dans leur discipline, une forme de reconnaissance du fait qu'ils avaient fait de la recherche pendant 2 ans dans la discipline en question et qu'ils avaient obtenu quand même des résultats, parce que certains pouvaient avoir déjà publié un article quand même. Voilà. Je vais me permettre aussi une question. Enfin, plus exactement, déjà une remarque générale qui va déboucher sur une question. Dans ce que tu présentes, Paul, c'est très intéressant parce que ça montre comment le référentiel n'est pas seulement un objet de définition d'une certification professionnelle, par exemple, ou d'une description du métier, comme c'est le cas pour Church Group, voilà, mais devient à un moment donné d'abord un outil pédagogique, collectif d'ailleurs, et ça c'est intéressant, effectivement, ce que dit Dominique qui fait écho, et puis c'est aussi un objet médiateur dans la rencontre de 2 univers, qui est celui de l'académie, on va dire, et celui des entreprises. Et effectivement, je pense que les employeurs sont aussi démunis que les gens qui cherchent à trouver un emploi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que se développe toute une réflexion autour de l'employeurabilité, c'est-à-dire comment les entreprises doivent faire un travail pour devenir attirants pour y compris quand il n'y a pas de plein emploi, hein, parce que là, évidemment, aujourd'hui, ils y sont tous parce qu'il y a de plein emploi.
Mais même quand il n'y a pas de plein emploi, il y a un boulot à faire. Ce n'est pas seulement aux chercheurs de faire un effort. Et ça m'amène à constater qu'effectivement, les référentiels peuvent être des outils multifaces, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais avec quand même une vraie complexité, c'est qu'ils ont une grammaire particulière. Et cette grammaire particulière, il faut quand même la maîtriser. D'où mon dada, qui est de dire, en partie aux formateurs, hein, puisque moi je m'adresse aux formateurs, que quel que soit leur rapport au référentiel, il faut qu'ils apprennent à non seulement les lire, mais même à savoir comment on les fabrique pour mieux les apprivoiser, quoi. Voilà. C'est pas pour ça qu'ils vont après faire de leur vie la fabrication de référentiels. Ils sont pas tous obligés de faire comme moi. Hein, mais en revanche, je trouve que c'est nécessaire pour comprendre un peu la grammaire. Voilà. Alors, je te suis complètement sur l'affaire de l'emploi. Vous avez compris. On disait d'ailleurs aux doctorants, vous allez employer votre employeur. Voilà. Et donc, si vous êtes l'employeur de votre employeur, quelles compétences doit avoir l'employeur pour que vous le recrutiez vous-même? Et ça, c'était un changement de posture très, très radical. Et du coup, ça permettait aussi aux doctorants de se dire, qu'est-ce que j'attends en face en termes de conditions de travail, en termes de reconnaissance, en termes de propositions d'évolution de carrière, en termes d'ouverture d'esprit. Par exemple, chez Schlumberger, il proposait à un chercheur, pur chercheur, de passer au RH du jour au lendemain. Et ils accompagnaient cette transition. Voilà. Donc, une entreprise où on avait la liberté de naviguer entre les métiers et de témoigner de cette navigation et de ce que ça provoque. Et on avait aussi le droit, une fois qu'on avait passé un certain nombre d'années en RH, de revenir faire de la recherche. Et on était aussi accompagnés dans ce retour vers la recherche. Voilà. Et pour nous, c'était très important que les doctorants et docteurs se positionnent à un niveau d'égalité avec les recruteurs rencontrés dans les entreprises. Autre élément que je n'ai pas cité, c'est qu'on avait des recruteurs dans l'équipe pédagogique qui étaient eux-mêmes des chercheurs, des docteurs, avec postdoc et tout ce qu'il faut, et qui avaient fait le choix de se tourner vers les RH pour mieux recruter les chercheurs. Voilà. Donc, c'était un ensemble autour de l'emploi et du lien avec l'entreprise, complètement. Une autre remarque, mais plutôt de type humoristique, c'est les chercheurs, les doctorants qui sont le tête dans le sable, c'est pas bien, sauf s'ils font une thèse en égyptologie, évidemment. Là, dans ce cas-là, c'est très utile, quoi. Oui, éventuellement. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'ils rapportent les artefacts à la vision du monde. Hein, voilà. J'arrive pas à lire. Il y a une question Non, ce ne sont pas des questions. en distance. Non. Ce sont des remarques donc à distance et une intervention. Alors, je ne sais pas si elle est. Alors, il est quelle heure là? Oui. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui est content, qui dit que c'est une intervention très intéressante. Voilà. Moi, j'aurais peut-être juste une remarque. Et ce n'est pas vraiment une question, donc sur la question de la flexibilité des parcours doctoraux, je pense que là aussi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important pour le parcours doctoral de l'ED Abbé Grégoire, qui est la particularité, donc, comme le disait tout à l'heure Pascal, d'être une ED pluridisciplinaire, mais en sciences humaines et sociales. Ce sont des parcours extrêmement flexibles et c'est vraiment ce qui a guidé la conception. Et donc, on a fait une évaluation donc, de ce parcours. C'est un article que vous trouvez sur HAL qui va paraître dans la revue suisse des sciences de l'éducation et qui permet justement de comprendre que finalement, ce dispositif fonctionne pour nos doctorants en raison de sa très, très grande flexibilité. Mais il fonctionne aussi parce qu'il y a aussi tout un appareillage autour qui permet aux doctorants de flécher les formations. De flécher des formations auxquelles ils n'auraient pas toujours pensé. Et de ce point de vue, je pense que le portfolio doctoral, un séminaire alors c'est pas parce que je l'anime, mais c'est vraiment un élément, une composante très importante du dispositif pour justement flécher. Donc, non seulement penser l'après, penser le parcours, penser l'après-parcours, mais aussi donc flécher les opportunités d'apprentissage et les opportunités de formation qui sont proposées dans ce parcours-là. Ce qui n'est pas toujours connu en fait. Donc, voilà.
Et puis peut-être une dernière remarque, Paul. Donc, je trouve vraiment ton intervention très intéressante. Donc, parce que on est on est aussi comment dire, je me sens concernée par ton récit de praticienne autour de l'usage des portfolios avec un usage pédagogique. La question quand même de la langue de la recherche se pose très différemment selon qu'on est en sciences humaines et certaines sciences sociales et dans les sciences de l'ingénieur ou dans les sciences expérimentales. En sciences humaines, notre outil premier c'est l'écriture, c'est la langue. Et quand cette langue, même quand elle est bien maîtrisée, ne permet pas de nous de faire de très bons chercheurs. Si elle est, on est en fait de bons chercheurs quand on maîtrise parfaitement sa langue. Et le fait je m'en suis rendu compte aussi, parce que je donne aussi des séminaires à l'université de Nantes pour une école doctorale. Les juristes se reconnaissent pas forcément dans Vité. Mais pas du tout même, d'accord? Et donc la prudence, non seulement avec l'esprit de Vité, qui est quand même un référentiel fait par des chercheurs anglais, pour des chercheurs anglais, d'accord? Et en fait, il y a quand même une culture anglo-saxonne. Alors peut-être que certaines sciences de l'ingénieur et sciences expérimentales se retrouvent dedans, mais les sciences humaines s'y retrouvent pas toujours. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un autre élément, on va dire, culturel et linguistique dont il faut absolument tenir compte. Je peux répondre. Dans les travaux de Vité, les sciences humaines sont associées totalement. Donc, pour eux, ce qui est proposé dans le référentiel est valable aussi bien pour les sciences exactes que pour les sciences humaines et sociales. Et c'était une condition de départ, que ça puisse parler à l'ensemble des disciplines. Et ils ont travaillé en interdisciplinarité. C'était vraiment un choix. Et si vous allez sur le site du Vité, vous verrez des témoignages de sociologues, d'anthropologues, d'ethnographes, d'ethnologues qui témoignent de l'importance de l'utilisation du RDF dans leur développement de carrière. Donc pour eux, ça pose pas de problème, mais ils sont dans leur langue. Je suis d'accord avec toi. Donc leur langue et leur culture de voilà. recherche, tu vois. Et leur culture de recherche, mais aussi leur culture sociétale, j'ai envie de dire, autour de la performance, autour de l'excellence, autour d'une certaine forme d'image à donner, etc., qui n'est pas forcément aussi marquée chez nous. Mais je pense qu'on peut acculturer le référentiel à chacune des cultures. J'ai travaillé en Espagne, j'ai travaillé en Croatie, j'ai travaillé à différents coins en Allemagne. Et 2-0. alors, ça ne m'a pas semblé poser de problème, en fait, parce que les doctorants repositionnent dans leur contexte et ils disaient, ça, chez nous, ça ne marchera pas. Mais on le dirait autrement, tu vois. Et du coup, j'ai pas rencontré de difficultés par rapport à ça. Et de ce point de vue, c'est vrai que DocPro pouvait aussi peut-être être un outil, un référentiel très utile aussi. Alors moi, je donne la possibilité aux doctorants de choisir entre Vité et DocPro. Et puis, on a aussi un référentiel de compétences pour les enseignants-chercheurs qui est fait par le ministère et qui, là aussi, est éclairant sur la partie renseignement, sur la dimension pédagogique qui, comme on le sait, en France, on n'aime pas beaucoup la pédagogie quand même, hein. Un petit peu. Alors, j'utilisais tout ce que tu viens de citer. J'utilisais les fiches du rapport ad hoc sur les compétences des docteurs parce que sur les fiches d'ad hoc, il y avait à la fois le diagramme de compétences par métier. Il y avait le nuage de mots avec tous les intitulés possibles, imaginables, autour de finalement un même cœur de métier. Et il y avait les entreprises, les types d'entreprises qui recrutaient sur ce type de métier et les compétences à développer. Et alors, un petit clin d'œil, j'ai regardé la fiche conseil et l'écoute était à 0. Alors, ça m'a semblé très intéressant à réinterroger. Voilà, c'était le dernier clin d'œil. Et donc, on vous propose